Le biais passéiste est une sorte de nostalgie du passé, un attachement à des mœurs et des valeurs passées. C'est cette certitude que le monde tournait bien mieux avant, que l'humain avait de plus hautes aspirations et que l'intelligence n'avait pas encore capitulé. Régulièrement, et à chaque fois que les femmes cherchent à dénoncer les violences sexistes et sexuelles, reviennent sur la table les éternelles critiques envers les féministes. Elles sont moches, mal baisées, aigries, trop radicales, trop violentes, elles desservent leur cause, etc. En bref, le féminisme, c'était mieux avant. Les féministes étaient plus modérées et avaient de vraies raisons de militer. Cet été 2020, la Dépêche en a même fait sa une avec comme gros titre « Les féministes vont-elles trop loin ?» En pleine polémique autour de la nomination de Gérald Darmanin, qui était alors sous le coup d'une plainte pour viol, cette couverture est très mal passée auprès des féministes. Au mieux, on ne les prend pas au sérieux. Au pire, on tente de décrédibiliser le mouvement de protestation féministe par la raillerie. Parfois, on tente même d'introduire l'idée que le féminisme serait une nouvelle forme de dictature. Mais cette méfiance allant jusqu'à la moquerie à l'égard des féministes n'est malheureusement pas nouvelle. Dès le début du XXe siècle, alors que les mouvements pour le droit de vote des femmes explosent en Angleterre, des images de propagande anti-féministe font leur apparition dans les journaux. Les militantes suffragistes sont laides et traitées de mégères mettant en péril les valeurs familiales et la place de l'homme dans la société. La propagande antiféministe de l'époque illustrait souvent l'avenir d'un monde gouverné par les femmes. L'idée était de faire croire que les femmes voulaient prendre la place des hommes, voire les opprimer. La recherche de l'égalité entre femmes et hommes prônée par les féministes et leurs alliés est cependant plus subtile que ça. Pourtant, aujourd'hui encore, cet argument antiféministe reste courant. Vous remarquerez que plutôt j'ai employé le terme suffragiste. Or, vous devez mieux connaître ces militantes anglaises sous le nom de suffragettes. Alors, suffragiste ou suffragette? Suffragiste vient du mot suffrage. Le terme suffragiste désigne donc une personne qui milite pour le droit de vote, que ce soit pour elle-même ou pour une autre catégorie sociale. En 1906, alors que le WSPU devenait de plus en plus important et leurs actions de plus en plus spectaculaires, Charles E. Hans, un journaliste du Daily Mail hostile au mouvement, nomma dans un article les militantes suffragettes. Le but était de distinguer les membres du WSPU des militantes plus pacifiques. En linguistique, le suffixe « et » est utilisé pour former des noms féminins en rapport avec une forme plus petite d'un objet, mais également pour former des noms qui expriment l'idée d'imitation de quelque chose. En remplaçant le suffixe « ist » par « et », l'intention de ce journaliste était donc de se moquer des militantes, de les rapetisser, de les adoucir, mais également de sous-entendre que seuls les militants et militantes pacifistes étaient légitimes. Cette forme d'attaque envers les militants et militantes, quelle que soit leur lutte, s'appelle le tone policing. Le tone policing, c'est quand une personne essaie de diminuer la validité et l'importance d'une déclaration en attaquant le ton dans lequel elle est dite et présentée, plutôt que le message lui-même. C'est une attaque sur la forme plutôt que le fond, et donc un argument fallacieux. Lorsqu'on parle d'injustice, ou qu'on est victime d'une injustice, on est en droit d'être énervé, triste, exaspéré. Et la dernière chose que quiconque veut entendre, c'est en quoi sa réponse émotionnelle est fausse, qu'elle aurait pu être plus nuancée, ou encore qu'elle dessert sa cause. Mais alors, comment se fait-il que nous connaissions tous et toutes les militantes suffragistes du début du XXe siècle sous le nom de suffragettes? Suite à l'article qui les moquait en les appelant suffragettes, les membres du WSPU se sont réappropriés fièrement le terme et l'ont même utilisé pour attirer l'attention du public, ce qui fonctionna à merveille. Le procédé de réappropriation auquel ont eu recours ces féministes au début du XXe siècle est aujourd'hui communément appelé le retournement du stigmate. Selon le sociologue Louis Gruel, un stigmate est un trait affecté d'une valeur sociale négative. Il peut s'agir de difformités corporelles, de statuts culturellement disqualifiés ou encore de comportements jugés délictueux. Ce stigmate est alors considéré comme une différence honteuse qui discrédite son porteur aux yeux de la société.
Ici, il s'agira du militantisme pro-féministe. Aujourd'hui encore, les féministes sont ridiculisées, mises à l'écart, dépeintes comme des despotes voulant asservir les hommes. Le terme antiféministe qui reprend le mieux cette idée est féminazie. On le retrouve souvent en ligne, parfois dans les médias, et on l'entend bien sûr dans la rue. Ce terme est aujourd'hui presque normalisé, malgré sa nature doublement insultante, car le terme féminazie attaque bien sûr les féministes, mais il est également un manque de respect envers les victimes du nazisme. Afin de retourner ce stigmate, certaines ont décidé de s'autoproclamer Féminazgûl, en reprenant la référence au Nazgûl, personnage légendaire de l'univers du Seigneur des Anneaux. Il est cocasse que dans la critique formulée par les antiféministes revienne souvent l'idée passéiste que les féministes d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de celles d'autrefois, ces bonnes féministes aujourd'hui décédées. Les féministes bien vivantes aujourd'hui sont trop violentes, trop virulentes. C'est pourtant mal connaître la lutte féministe. Car dès 1903, Emmeline Pankhurst, figure historique du féminisme outre-Manche, avait adopté le slogan « Deeds not words », des actes, pas des mots. Ce slogan illustrait à la fois le ras-le-bol des suffragettes face au manque de réaction concrète de la part des dirigeants, mais également leur propre approche du militantisme. Elles brisent des vitrines, posent des bombes et sabotent des réseaux électriques. C'est d'ailleurs par un acte fort et violent qu'en 1913, Emily Davidson devient une icône de la lutte pour le droit de vote des femmes en Angleterre. Lors de la course du Derby d'Epsom, elle se jeta banderole à la main sous les sabots du cheval qui courait pour le roi et meurt en symbole. Les antiféministes ont toujours été là et leurs méthodes n'ont pas changé. Ils se moquent et marginalisent les militantes par des arguments fallacieux et passéistes, voire leur refusent totalement la place qui leur est due dans l'histoire de la communauté. Alors ne cessez pas de vous battre, aiguisez votre esprit critique et équipez-vous de bonnes armes pour combattre les antiféministes. Aucune militante ne dessert sa cause lorsqu'elle utilise de bons arguments, et ce, peu importe le ton qu'elle emploie. La lutte est sans fin, et comme le disait Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes déjà plus de 1000 sur la chaîne, c'est assez impressionnant. Un grand merci à mon ami Nathan, alias le chat sceptique, qui m'a fait beaucoup de pubs depuis la création de la chaîne. Et surtout, un grand merci à vous tous pour vos commentaires bienveillants. Pour celles et ceux qui voudraient en apprendre davantage sur l'histoire des suffragettes, je vous recommande le livre Suffragette, The Battle for Equality de David Roberts, qui est très bien fait. Et de mon côté, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos ou d'autres articles sur l'Écrit Blog.